Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire éco-conception de ReFashion. On est ravis de commencer l'année avec vous avec ce webinaire spécial linge de maison. Donc c'est une petite nouveauté. On a voulu vraiment vous présenter des initiatives propres à ce secteur. Donc on est ravis que vous soyez connectés aujourd'hui et on espère que le sujet va vous inspirer pour des prochains projets. Petit rappel pour les règles applicables lors de ce webinaire. Donc, comme d'habitude, vous commencez à connaître ce slide par cœur. Donc, si vous souhaitez poser des questions dans le chat, dans la partie Q&R, c'est avec grand plaisir. Il faudra juste respecter quelques règles. Donc, partager uniquement des informations qui sont non confidentielles. Donc, tout ce qui est lié au respect du droit de la concurrence, c'est-à-dire ne pas partager de prix d'achat, de vente, des plans de production, des coûts, etc. Et on vous incite évidemment à poser un maximum de questions ensuite à notre intervenante. Donc, ce qui me permet de vous rappeler que vous avez une partie Q et R qui est située en bas de l'écran. Donc ça, c'est pour toute la partie qui est question. Si vous avez des éléments à partager, ça va être plutôt dans le chat. Si vous souhaitez, par exemple, partager un lien vers une étude ou autre, des sujets un peu plus génériques, ce sera dans la partie chat. Et si vos questions ne sont pas dans la partie Q et R, on ne va pas les voir, donc on ne pourra pas y répondre. Pour le programme, alors petit rappel de qui est ReFashion. Ensuite, on va avoir le retour d'expérience d'Élise Auter de Home Héritage. On va vous apporter quelques informations complémentaires et enfin la partie Q&R, donc on répond à toutes vos questions. Sur le rappel de qui est ReFashion, donc nous sommes un éco-organisme, nous avons été créés en 2008 en réponse à la loi REP qui est la responsabilité élargie du producteur, plus spécifiquement sur le secteur des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures qu'on appelle le secteur TLC. Nous sommes une société privée à but non lucratif et nous sommes agréés par les pouvoirs publics. Et il faut savoir que l'ensemble de nos financements proviennent de vous, c'est-à-dire les marques, les distributeurs, les fabricants, et on appelle ça des éco-contributions. Et l'ensemble de ces financements nous permettent justement derrière de financer tout ce qui est fin de vie de vos produits, puisque la mission principale d'un éco-organisme, c'est d'être en charge de la prévention et de la gestion de la fin de vie de l'ensemble des produits qui sont mis sur le marché français. On a des opérations de prévention, donc comme aujourd'hui, on fait de la sensibilisation, la réparation aussi, le réemploi, la collecte, le tri, la réutilisation et pour boucler la boucle, le recyclage. Et nous allons passer tout de suite à la partie retour d'expérience. Donc, Élise Auter, tu es responsable RSE chez Home Héritage. Et donc, c'est une entreprise qui a plusieurs marques. Donc, je peux te laisser prendre la main sur la suite des slides et surtout nous présenter un peu qui est Home Héritage et quelles sont les marques du coup enfin certaines marques qui font partie du groupe. Donc, je te laisse ta main là-dessus si tu peux un peu présenter le groupe. Hop, est-ce que c'est OK pour le partage? Alors, je vois que c'est en train d'arriver. Oui, c'est bon. Et voilà. Parfait. Eh ben, bonjour à tous. Home Heritage, c'est un groupe français familial depuis quatre générations. Il tire ses racines de l'entreprise Dodo qui a été fondée en 1937. Au fil des années et grâce à son développement et à différentes acquisitions, le groupe a progressivement enrichi son offre et structuré un véritable groupe. Aujourd'hui, Alors, j'ai eu un petit bug chez moi, je ne sais pas si ça s'est vu chez vous. Tout va bien. En fait, aujourd'hui, on regroupe plusieurs PME qui sont spécialisées dans différents produits. On a les couettes, les oreillers, les couvertures, le linge de maison, les plaids ou encore les pyjamas et autres éléments du homeware. Parmi les marques, on retrouve par exemple Dodo, Drouot, Anne de Solène, CTM Style. Aujourd'hui, on va principalement parler d'Anne de Solène et de CTM Style, puisque du coup, c'est le linge de maison et le homeware. Euh, Chaque société, elle conserve son autonomie. Mais elles suivent toutes des lignes directrices communes qui sont définies par le groupe, et ensuite, notamment pour la RSE. Et ensuite, elles ont chacune un plan d'action spécifique lié à leur domaine d'activité, à leurs enjeux et à leurs défis en interne. Enfin, on a quatre valeurs fondatrices qui ont guidé le groupe dans son développement et ça nous a permis de structurer notre engagement
envers nos parties prenantes de façon très large, donc nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires. Et donc, c'est la simplicité, l'engagement, la créativité et l'agilité. Super. Et justement, d'avoir un groupe comme ça avec plusieurs marques différentes qui ont chacune leur identité, est-ce que ça vous permet quand même de créer une stratégie commune à chaque marque ou est-ce que chacune va avoir ses spécificités? Et est-ce que c'était assez facile d'intégrer une stratégie d'éco-conception et comment est-ce qu'elle a été mise en place chez vous? Alors, du coup, c'est un peu les deux. Donc, en fait, notre stratégie RSE, elle est structurée autour du programme Régénération, donc qui comporte trois grands axes qui sont finalement les axes de la RSE. On n'a pas réinventé la roue. Donc, on a un axe social qui est s'engager pour nos équipes et nos savoir-faire. Ensuite, on a un axe plutôt environnemental qui est de concevoir une offre responsable. Et enfin, on a un pilier qui est plutôt sociétal et qui là est co-construire une filière plus durable. Donc, l'éco-conception, elle fait partie du second axe. Donc, ce programme Régénération, il est le guide en fait pour toutes les sociétés du groupe. Et en fait, après, elles vont le décliner société par société pour mettre des actions spécifiques et pour justement diriger l'action pour qu'elle soit la plus impactante possible. Donc, l'éco-conception, comme je le disais, elle fait partie du deuxième axe. Et donc, pour structurer la démarche, enfin, c'est vraiment un axe prioritaire et stratégique, l'éco-conception dans forcément concevoir une offre responsable. Pour structurer la démarche, on a été accompagné par un cabinet spécialisé avec des experts de notre secteur. Ça nous a permis d'avoir des outils concrets et une méthode efficace, ainsi qu'un benchmark sectoriel nous permettant d'identifier les meilleures pratiques et de les adapter à nos activités. Ça, c'était la première partie. Ensuite, on a... Alors, je change de slide. Hop. Euh, donc c'était la première partie sur la structuration. On a formé nos collaborateurs également, notamment les collaborateurs d'Anne de Solène, de Drouot et de Dodo, à l'éco-conception, pour qu'ils sachent juste ce que c'est concrètement, quels sont ses piliers, quelles sont les bases de l'éco-conception, pour qu'elles puissent être intégrées ensuite dès la création des produits. Et ça dans toutes les disciplines du groupe, donc que ce soit le marketing, les achats, la supply chain ou encore la qualité. Ok, super. Et dans les éléments que vous avez mis en place, enfin, je vois qu'il y a beaucoup de choses, il y a de l'accompagnement, il y a de la mesure. Est-ce il y a un élément, vraiment un levier d'éco-conception assez fort sur lequel vous avez travaillé? Je sais que quand on a eu notre échange pour préparer le webinaire, tu m'as parlé de la durabilité qui était quelque chose de très important au sein de vos marques et notamment chez Anne de Solène. Comment est-ce que ça a été travaillé en interne et en quoi je trouve que c'est un pilier vraiment intéressant en termes d'éco-conception? Ok. Oui. Alors en fait, suite à la formation, il y a eu des ateliers pour construire concrètement les plans d'action. Et en fait, ces plans d'action, ils ont été articulés autour du cycle de vie du produit. Donc, que ce soit la conception, l'utilisation ou notamment la fin de vie, dont on parlera un peu plus en détail après. Donc, sur la partie durabilité. Donc, je vous ai d'abord mesuré donc, en faisant des analyses de cycle de vie simplifiées, notamment en se basant sur les bilans carbone qui avaient déjà été réalisés ou d'autres mesures. Mais pour illustrer concrètement cette démarche sur la partie durabilité, on peut prendre justement l'exemple d'Anne de Solène comme tu le disais, avec le projet Durabi. Donc, on a participé au projet Durabi. C'est un projet porté par l'IFTH qui a pour objectif d'évaluer de manière scientifique la durabilité et la durée de vie réelle des produits textiles. Donc, en fait, il repose sur une combinaison d'essais en laboratoire et de retour d'usage consommateur pour identifier les principales causes d'usure et de fin de vie des produits. Donc, en fait, en participant à ce projet, ça nous a permis d'avoir des données objectives partagées à l'échelle de la filière. Permet de renforcer notre compréhension des enjeux liés à la durabilité aussi et de nous positionner en amont des futures exigences réglementaires, par exemple, et de pouvoir justement créer un produit le plus durable possible en se basant sur des données concrètes.
C'est aussi un véritable levier de crédibilité et de reconnaissance sectorielle parce que, il montre qu'en fait, on est engagé dans une démarche collective. Je vous présentais tout à l'heure les piliers de la RSE chez Home Heritage. Le troisième, c'est le pilier de co-construire une filière responsable. Donc, l'idée, c'est justement de travailler tous ensemble pour aller plus loin. Et ce projet, il est vraiment au service de la qualité, de la durabilité et de la réduction du gaspillage textile. Et est-ce qu'il Donc, y a des produits comme ça, suite à Durabi ou à vos tests qualité, que vous avez un peu retravaillé, ou est-ce que ça a été justement des bons indicateurs pour vous dire, bah, peut-être tel produit, il y a encore un levier à passer, ou au contraire, tel autre produit, finalement, il arrive plus haut au niveau des tests que ce que vous aviez pensé, c'était plutôt des bonnes nouvelles. Est-ce que ça vous a aidé justement de faire ces tests qualité? Ça vous a permis de vous projeter sur des objectifs moyen, long terme? alors en fait, ça nous a permis de faire évoluer les plans d'action dont on parlait au début. Parce que du coup, on avait, enfin, les plans d'action ont été réalisés et des actions qui ont été menées. Et ce genre d'action, comme le projet du Rabi, ça nous a permis de savoir qu'on était sur le bon chemin, en fait, sur certaines actions ou potentiellement de revenir en arrière sur d'autres. Et en fait, ça nous permet d'orienter les actions pour avoir le plus d'impact possible sur notre éco-conception. Et vous avez pu peut-être prioriser certains produits parce que c'était dans l'introduction un peu du webinaire pour l'inscription. C'est vrai que le linge de maison, il y a énormément de typologies de produits différents. C'est des choses qui peuvent être de petite taille comme des housses d'oreiller, etc. Ou ça peut être complètement le linge de lit avec les draps, avec, enfin, c'est vraiment très large. Vous avez des serviettes éponges aussi qui ont des comportements différents sur la durabilité. Le fait d'avoir toutes ces catégories de produits différents, est-ce que c'était complexe à gérer sur les tests qualité? Est-ce que tu te rends compte que certains produits réagissent différemment? Est-ce que uniquement la composition d'un produit va impacter sa durabilité ou est-ce que tu te rends compte que c'est aussi en fonction de la construction, de l'utilisation? Mm. Oui, alors c'est pour ça qu'en fait, on réfléchit vraiment en termes d'analyse de cycle de vie et du coup, on prend en compte toutes les étapes de la durée de vie du produit. Donc, que ce soit de l'impact matière, donc forcément, l'impact matière dès le début, donc au niveau de la conception, que ce soit l'utilisation du produit aussi et sur sa fin de vie, on se rend compte que vraiment la durabilité d'un produit, elle est faite de A à Z, en fait, du début à la fin. Et donc en fait, on a travaillé comme ça. En fait, on a travaillé par thématique en voulant, par exemple, réduire l'impact matière, réduire l'impact logistique, en se basant sur justement les chiffres qu'on avait au début. On s'est rendu compte que dans les bilans carbone, nous, ce qui était le plus impactant, c'était les achats. Donc forcément, si on se base sur cette donnée carbone, par exemple, on essaye d'aller plus loin sur les achats. Donc ça passe par la matière, ça passe par la logistique. Donc on essaye vraiment d'avoir une vue 360 en fait sur cette éco-conception pour être le plus impactant possible. Oui, et puis l'avantage enfin, c'est ce qui fait partie de l'éco-conception, d'avoir cette vision cycle de vie, c'est qu'en fait, en appuyant sur une étape, sur un levier, c'est-à-dire en réduisant l'impact, par exemple, de la matière, vous avez aussi la vision de l'ensemble du cycle. Et le but, c'est d'éviter tout ce qui est transfert d'impact. On en parle beaucoup en éco-conception. C'est de se dire, bah oui, on réduit l'impact niveau matière parce qu'on prend une matière moins impactante, mais peut-être que derrière, c'est une matière qui va durer moins longtemps et que du coup, en termes de consommation, bah, c'est là que l'impact sera plus élevé. Donc, c'est vrai que c'est très important et c'est pour ça que les ACV aussi sont très utiles quand on se lance dans une stratégie d'éco-conception, c'est de vraiment mesurer chaque étape de cycle de vie, comment on va réduire les impacts à chaque fois et s'assurer que derrière ça n'augmente pas sur d'autres étapes. Et je trouve que du coup là-dessus, vous avez une vision complètement éclairée sur le fait de prendre en compte toutes les étapes et de pas uniquement se focaliser sur une seule étape. Donc ça, c'est un bon exemple aussi de manière de prendre en compte son produit dans son entièreté. Et tu parlais beaucoup aussi de fin de vie, donc je pense que ça peut être une bonne transition sur ce que vous faites en termes de recyclabilité. C'est compliqué dans le linge de maison de voir quel levier on peut actionner pour la recyclabilité parce que c'est vrai que d'apparence on se dit bon bah voilà c'est des produits assez simples. Donc normalement bah, en termes de recyclabilité c'est facile d'avoir des produits mais il y a quand même toujours du travail à faire en termes de conception et des choses qui peuvent être mises en place pour justement encore plus faciliter cette recyclabilité.
Et je trouvais que c'était un bon exemple, ce que tu m'avais expliqué pendant notre échange. Donc, est-ce que tu peux un peu plus présenter du coup aux participants les actions qui ont été mises en place sur ce sujet-là? Oui. Là, on a vraiment deux pans sur cette partie recyclabilité. On a un pan chez Anne de Solène où justement la recyclabilité, elle est plutôt facilitée parce que c'est des produits qui sont quasiment, enfin, ils sont tous en monomatière. Donc là, chez Anne de Solène, on a plutôt un travail sur la recyclabilité sur la partie emballage, travail qui a été mené. Et ensuite, on a un deuxième pan qui est CTM, par exemple. Donc là, c'est la société qui fait plutôt du homeware, où là, la problématique, elle est plus complexe parce qu'il y a parfois des mélanges de matières. Et on a aussi des perturbateurs au tri. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a repris la liste de nos produits. On a repris la liste des exigences de la loi AGEC et de ReFashion en fait sur ces perturbateurs au tri pour dans un premier temps réaliser une analyse en fait sur où sont nos perturbateurs au tri, qu'est-ce qui est recyclable, qu'est-ce qui l'est pas et où est-ce qu'on peut agir. Donc pour l'instant, on a fait l'identification de ces perturbateurs. Alors pour vous donner des exemples très concrets, ces perturbateurs, ça va être des boutons par exemple, ça peut être des zips, ça peut être des paillettes aussi. Et donc là, le travail, il est en cours et il se poursuit sur les prochaines collections pour justement faire évoluer ces produits vers quelque chose de plus recyclable en justement en éliminant ces perturbateurs au fur et à mesure. Et donc, ça partait déjà d'un gros travail d'identification et d'état de l'art pour savoir où étaient ces perturbateurs très concrètement. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'on a mis à disposition chez Fashion des guides de bonnes pratiques de conception en vue du recyclage, et notamment un sur le textile. Donc, si vous souhaitez aussi faire partager les bonnes pratiques à vos équipes produits, donc designers, acheteurs, chefs de produits, etc., c'est vraiment la manière dont on a conçu ces guides, c'est pour que ce soit accessible aux personnes du métier qui vraiment ont la main sur le choix des achats, des matières premières, des composants, etc. Et le but, c'est vraiment de vous apporter un éclairage sur ce qui perturbe et ce qui facilite le recyclage derrière, et que derrière, vous puissiez prendre en compte ces éléments-là dans vos conceptions, puisqu'on sait très bien que au niveau du design, certaines fois, les contraintes, ça peut être aussi source d'innovation, puisque ça vous permet aussi de penser différemment et d'aller vers des alternatives. Donc, on espère que vous verrez ce guide comme un vrai accompagnement informatif et que ça vous poussera aussi sur des projets de conception encore plus durables et vertueux. Donc merci pour cet exemple, Elise, parce que c'est vrai que dans le linge de maison et l'homeware, il y a aussi des choses à faire. Et ne serait-ce que voilà, travailler sur la réduction des perturbateurs au recyclage, ça va avoir beaucoup d'impact derrière sur la suite de la vie du produit, puisque l'objectif, comme à chaque fois, c'est de prolonger un maximum la vie des produits. Et si ce dernier doit terminer en déchets, et ben dans ce cas, qu'il soit traité de manière à être le moins impactant possible. Donc là, le recyclage est une vraie alternative, puisque l'objectif derrière, c'est que ces produits soient réutilisés d'une autre manière. Et il y a différentes industries, dont le textile, qui peuvent réutiliser ces gisements. Donc c'est vraiment important. On compte sur vous, les métiers du produit, surtout pour, euh, pour jouer votre rôle aussi dès le début, dès la conception de vos produits. Donc, je trouve que c'est aussi une bonne transition sur le sujet suivant, puisqu'on parle de seconde vie des produits. Donc, ça se passe avec le recyclage, mais ça se passe beaucoup aussi avec la seconde main. Voilà, très bien. Donc, ça aussi, c'est quelque chose dont on entend un peu moins parler, la seconde main dans le linge de maison. On trouvait que c'était un super exemple avec Anne de Solène. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Élise, sur ce que vous faites en termes de seconde main? Oui. Alors, du coup, on a chez Anne de Solène le programme Seconde Vie, donc, qui a été lancé en 2020 et qui, là, est vraiment une illustration des actions qui peuvent être faites être faites sur la fin de vie et sur l'économie circulaire. Donc, on essaye de vraiment venir créer une boucle et de donner une seconde vie, du coup, aux produits. Donc, l'idée, c'est de prolonger la durée de vie des produits de linge de lit, réduire le gaspillage textile et en profiter pour sensibiliser les clients à une communication plus responsable.
C'est un dispositif qui fonctionne en magasin. Donc, comme vous voyez sur la photo, on a des boîtes en fait dans lesquelles les clients peuvent déposer leurs articles usagés. Et en échange, ils reçoivent un bon d'achat pour racheter quelque chose dans le magasin. C'est un geste qui est assez simple pour eux, mais qui a un vrai impact. Que ce soit pour nous, que ce soit pour la stratégie d'éco-conception et même de RSE au plus large. Ensuite, ces produits, ils sont collectés. Donc, on récupère les boîtes. Ils sont confiés à un ESAT partenaire où ils sont soigneusement lavés, triés et donc hygiénisés. Et donc, quand c'est possible, reconditionnés. Donc, les articles, ils sont remis vraiment à neuf. Ils sont ensuite vendus dans une boutique Anne de Solène Outlets avec un endroit justement seconde vie dans lequel vous pouvez acheter cette partie-là. Donc, ça nous permet de limiter le gaspillage. Ça nous permet de créer aussi un cercle vertueux parce que du coup, ça sert aussi au pilier social puisque du coup, on collabore avec un ESAT. Donc, ça allie vraiment solidarité et durabilité. Et donc, pour donner un ordre de grandeur depuis le lancement, donc c'est des chiffres qui datent de 2024. J'ai pas encore les chiffres 2025 à jour. Mais en tout cas, en 2024, on était à 1698 pièces collectées et 943 pièces qui ont trouvé une nouvelle vie grâce à la revente. Donc, il y a plus de 55 produits, des produits qui ont été collectés, qui ont été ensuite réhygiénisés, revendus dans le magasin Anne de Soleil. Donc, le programme il montre que c'est possible du coup de combiner engagement environnemental et relations clients, parce que du coup, ça nous permet de pas mal sensibiliser les clients aussi. Et voilà. Super. En fait l'ensemble des éléments que tu as présentés, je trouve que ça montre bien qu'en fait on peut aussi appliquer dans le linge de maison des leviers qu'on active dans le textile d'habillement et parfois aussi dans la chaussure. C'est de se dire pour tout secteur d'activité en fait il y a toujours des choses à faire, toujours des actions à mettre en place, c'est continu. Et c'est assez inspirant aussi de voir des exemples concrets, de se dire que c'est faisable typiquement dans le linge de maison. Donc on a parlé de durabilité, on a parlé de recyclabilité, on a parlé de seconde main. Est-ce que pour arriver à l'ensemble de ces sujets, ça a été facile? Est-ce que ça s'est fait de manière fluide ou est-ce qu'au contraire, tu as rencontré quelques difficultés? Est-ce qu'il y a eu des freins? Bien sûr, la démarche, elle comporte aussi des freins et des défis. Donc, c'est pour ça que la sensibilisation et la formation continue des équipes, elles sont essentielles pour ancrer les bons réflexes dans tous les services concernés. Et aussi, on se rend compte qu'il est très important d'avancer étape par étape pour trouver un équilibre dans ces démarches d'éco-conception et ça nous permet de progresser de manière réaliste tout en restant cohérent avec nos objectifs et nos ambitions RSE. Et on parlait de durabilité, il y a aussi le fait, quand on échangeait ensemble, il me semble qu'il y avait un des objectifs aussi, c'est de travailler pour avoir l'éco-modulation durabilité, que c'était des sujets sur lesquels vous vous penchiez, que vous aviez comme ambition voilà, d'atteindre les objectifs des éco-modulations. Est-ce que ça vous aide, les critères qui sont mis en place par eFashion pour, du coup, vous fixer des objectifs de durabilité, ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu en décalage avec vous, les objectifs que vous souhaitiez mettre en place. Enfin, est-ce que voilà, c'est un levier pour vous, ces éco-modulations, c'est une motivation? Oui, ben, forcément, c'est une motivation. Et puis, en plus, je pense que c'est assez intéressant les critères qui sont définis dans ces éco-modulations parce qu'elles donnent le rythme, en fait. Elles donnent un rythme qu'on doit suivre pour justement l'éco-conception. Ça nous permet aussi de nous assurer qu'on est toujours dans la bonne trajectoire et qu'on va dans le bon sens et pas qu'on aille complètement à contre-courant de ce qui est demandé. Donc l'écomodulation, in fine, c'est l'objectif, voilà, c'est un des objectifs, mais le chemin pour atteindre cette écomodulation, il est aussi très important puisqu'il nous permet de fixer justement des objectifs très concrets qui nous
où on sait qu'on va dans le bon sens, puisque c'est des objectifs qui sont communs à tous aussi. Mhm. Et à contrario, il y a la deuxième écomodulation label environnemental. Pour le coup, ça, il me semble que avec Anne de Solène notamment, qui est certifiée GOTS, vous pouvez avoir accès à cette écomodulation. Mm. Oui, Ok. c'est ça. Alors en fait, sur l'impact matière, on travaille beaucoup avec des certifications. Donc que ce soit GOTS pour Anne de Solène. Anne de Solène a à 80% de sa gamme imprimée qui est en coton bio. En coton bio. On travaille aussi sur d'autres marques du groupe sur la certification GRS, qui est là du recyclé. On travaille aussi avec la labellisation BCI, Better Cotton Initiative. Donc sur cette partie matière, c'est vrai qu'on essaye de se concentrer sur des matières à label, encore une fois parce que bah, ça parle en fait à tout le monde et du coup il y a aussi les éco-modulations qui peuvent être intéressantes. Et donc ça montre bien qu'en fait, l'objectif de l'éco-conception, c'est aussi bien vous de maîtriser en fait l'ensemble de votre chaîne de valeur sur le cycle de vie du produit, mais aussi de valoriser les efforts auprès de vos consommateurs. Et ça se voit en termes de la durabilité, en termes de labels environnementaux. Enfin, c'est des sujets qui parlent aux consommateurs. Et là-dessus, l'éco-conception est aussi un moyen d'apporter plus de transparence et d'assurance pour vos consommateurs. Donc, c'est aussi intéressant de voir que c'est des leviers qui sont pris en compte chez vous. Mais là, on a parlé donc des freins, mais maintenant, est-ce qu'on peut parler un peu des projets à venir? Parce que vous faites beaucoup de choses sur chaque petite initiative, mais est-ce que vous souhaitez le développer un peu plus largement ou est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Qu'est-ce que l'éco-conception vous inspire pour la suite? Ouais, un, deux, trois, pardon. L'éco-conception, ça restera un des un des piliers structurants de notre démarche. Et c'est vrai que l'idée, ce serait de potentiellement étendre certains programmes. Donc, on a parlé de seconde vie, par exemple, ça pourrait être le cas sur d'autres marques du groupe ou même dans Anne de Solène. Ensuite, on souhaite aller plus loin en fait sur les mesures d'impact pour justement évaluer tous les aspects environnementaux et sociaux aussi de nos produits. Et donc, l'idée, c'est aussi de consolider les actions qui sont existantes en intégrant de nouvelles pratiques durables au fur et à mesure à l'ensemble du groupe et d'avancer du coup en ce sens. Super. Et en termes de, quand tu parles de structuration, de développer, quand on échangeait, tu me disais que là, la seconde main actuellement, c'est vraiment focalisé sur le linge de maison Anne de Solène. L'objectif, c'est d'ouvrir un petit peu à d'autres typologies de produits ou à d'autres marques. C'est ça ou rester plutôt sur cette initiative Anne de Solène? Ah, oui, bah alors les actions sont infinies, hein. Mais oui, l'idée, c'est, du coup, c'est ce que je disais en consolidant les actions existantes, ce serait potentiellement d'étendre des choses qu'on fait déjà. Et donc, seconde vie, ça pourrait être un exemple pour aller plus loin, que ce soit sur d'autres marques du groupe, que ce soit même chez Anne de Solène, pour en vendre plus de magasins. Enfin voilà, je dis des choses comme ça, mais ça peut. Enfin, l'idée, c'est vraiment de consolider et d'étendre les actions qui marchent et qui sont impactantes. Et si on prend l'exemple de Seconde Vie, c'est une action structurante de notre stratégie d'éco-conception. Oui, donc en fait, la manière dont vous avez fonctionné, c'est prendre en pilote une marque, vous adapter en fait à ses critères spécifiques. Donc par exemple, sur Anne de Solène, vous allez travailler plus la durabilité, le test de la seconde main, puisque bah, ça va ensemble. Plus votre produit est durable, plus derrière, il pourra avoir des secondes vies. Pour CTM, donc qui est plus du homeware, ça va être peut-être travailler encore plus les perturbateurs au recyclage. Ça va être aussi peut-être plus tard travailler la seconde vie, si derrière c'est des produits où vous voyez il y a une demande. Et derrière, consolider, donc comme tu le disais, et pouvoir développer peut-être à plus de marques du groupe. Et en fait, voilà, de capitaliser sur les pilotes qui ont fonctionné et d'ensuite d'étendre petit à petit. Et c'est un bon exemple puisque ça montre que l'éco-conception, voilà, c'est fait de petits pas, comme on a l'habitude de dire.
Et c'est quand on est un groupe, c'est vrai que ça peut être intéressant de suivre les spécificités des marques et d'adapter sa stratégie d'éco-conception à l'image de la marque, à ce que le consommateur attend et voilà, de semer des graines petit à petit selon les marques. Donc je trouve que c'est un bon exemple de comment commencer en éco-conception, surtout quand on a peur de ne pas tout faire d'un coup, parce que le but, c'est pas de se lancer dans tous les leviers en même temps, c'est vraiment de s'adapter à vos produits, à vos marques, à vos entreprises. Donc merci vraiment pour ce retour d'expérience qui a été très riche. Avant qu'on passe à la partie questions-réponses, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter, peut-être un élément dont on n'aurait pas parlé ou je pense que tu as, Non, je crois qu'on a fait le tour. Parfait. Bah, juste avant de passer à la partie questions-réponses, je vais vous repartager, nous, les éléments qu'on a pour vous accompagner côté Refashion sur l'éco-conception. Donc pour ceux qui nous suivent et qui ont l'habitude de regarder un peu notre plateforme Eco-Design, bah, sachez que maintenant elle a basculé sur notre tout nouveau site internet Refashion. Donc ça s'est fait en fin d'année dernière. Donc maintenant on a vraiment voulu regrouper l'ensemble des sujets liés à Refashion dans un seul même site internet et notamment l'éco-conception du coup a réintégré le site B2B Refashion. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources qui étaient sur EcoDesign sur le site Refashion. On a une section qui est dédiée à l'éco-conception, donc on vous encourage fortement à y aller puisqu'on continue de l'enrichir régulièrement. Donc vous pouvez retrouver la page événements pour tous les prochains événements Refashion à retrouver. On a toujours notre veille qui est présente. On a un ensemble de fiches pratiques sur lesquelles vous avez à la fois des notions clés et des fiches étape par étape pour vous accompagner dans vos stratégies d'éco-conception. On a aussi toujours une partie témoignage, donc c'est plutôt des retours de metteurs marché suite à des témoignages écrits, des vidéos. Là, le retour des listes, c'est encore plus complet puisque c'est lors d'un webinaire et donc ces webinaires, vous pouvez aussi les retrouver en replay, évidemment, pareil, sur notre page Refashion. Donc vous voyez en photo, on a une page qui s'appelle Nos outils pédagogiques sur l'éco-conception. Donc c'est une page qu'on va enrichir régulièrement avec des nouveautés. Donc voilà, n'hésitez pas à parcourir le lien. Vous aurez accès aux slides, on va vous les envoyer. Enfin, en tout cas, on les mettra à disposition sur le site après le webinaire. Et donc, vous pouvez cliquer sur les liens. Donc, ça vous redirige directement vers les pages dédiées. Ensuite, on a toujours notre newsletter éco-design qui part tous les 2 mois. Donc, c'est un concentré d'actualité sur l'éco-conception. Ça va être une mise en valeur de certains de nos articles, de nos fiches pratiques, des études sur une thématique spécifique. Vous allez avoir aussi les actualités côté Refashion. Par exemple, en ce moment, ça va de déclaration pour les marques. On met à disposition toutes les ressources si vous avez des questions là-dessus. Vous avez aussi les événements Refashion à venir. Donc, en l'occurrence, il y en a pas mal qui arrivent là pour les mois à venir. Vous avez également la partie événements de l'écosystème. Donc, dans la filière textile, linge de maison, chaussures, quels sont les événements liés à l'éco-conception qui pourraient vous intéresser. Et j'en profite pour vous informer que Refashion interviendra le 4 février lors du salon Première Vision. Donc, ce sera un talk qui sera dédié au sujet du recyclage. Donc, si vous avez l'habitude de participer à ce salon pour rencontrer vos partenaires, pour découvrir des nouvelles entreprises, bah, n'hésitez pas à venir nous voir le mercredi 4 février lors de cette conférence. Donc, ce sera le matin à 10 heures. Vous aurez tous les éléments là dans le chat et également sur le site Première Vision. Et ensuite, pour finir, quelques éléments qu'on vous a mis à disposition en lien avec notre webinaire d'aujourd'hui, donc des fiches pratiques pour que vous continuez à vous enrichir en termes de connaissances et surtout pour vous accompagner sur cette démarche d'éco-conception spécifiquement dans le cadre de la durabilité du textile et sur la recyclabilité aussi de vos produits. Et également le traditionnel questionnaire de satisfaction qui est d'une très grande aide pour nous. Donc, si vous pouvez mettre vos retours à chaud là maintenant, c'est pour ça qu'on vous le met souvent pendant les questions-réponses parce que vous venez juste de voir à l'intervention d'Élise. Donc, c'est l'occasion pour vous de nous faire tous vos retours sur voilà, les sujets que vous aimeriez bien qu'on aborde sur les prochains webinaires. Est-ce que ce format vous convient toujours? Oui, non. Est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce que vous souhaitez plus de webinaires à venir? Est-ce que ça vous a été utile, inspirant, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre, nous, c'est hyper important pour nous. C'est pour ça qu'on met à disposition gratuitement ces webinaires, c'est pour que derrière, on puisse vous apporter l'information qui vous convient au bon moment. Donc je laisse un petit peu en fond pendant que, enfin, je vais plutôt
Oui, je vais le laisser en fond un petit peu le temps qu'on réponde aux premières questions et puis après, je reviendrai sur toi, Elise. Mais dans les questions, donc on a eu quelques questions en effet, donc c'est un sujet qui vous intéresse pas mal. Le sujet de l'ACV vous intéresse puisque vous avez demandé à Elise si c'était possible de savoir quel outil spécifique tu utilisais pour les ACV simplifiés. Alors, je crois que tu as parlé un peu de bilan carbone. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Pour l'instant, est-ce que c'est assez avancé pour que t'en parles ou est-ce que c'est encore en cours de développement? Enfin, dis-nous ce que tu peux dire sur ce sujet des ACV. C'est encore en cours de développement, mais en fait, ce que je peux vous dire, c'est que nous, en fait, on s'est vraiment basé sur en termes de données. Technique, on s'est basé sur les données du bilan carbone pour justement analyser et avoir du coup faire un premier tri, un état de l'art. C'est pour ça qu'on parle d'ACV simplifié aussi parce que justement on s'est basé sur cet indicateur carbone. Donc je vous parlais des achats par exemple tout à l'heure, donc forcément c'est relié aux impacts matière et logistique par exemple et à tout ça. Donc voilà, après on étudie des pistes pour aller plus loin, mais pour l'instant c'est pas suffisamment développé pour que je puisse vous donner plus d'informations concrètes sur le sujet. Mais en tout cas, la base du projet et la base de ces ACV, c'est les données bilan carbone. Ok. Et ça, ce bilan carbone, vous le faites vous en interne ou vous travaillez avec un cabinet externe? Alors on fait un peu les deux. En fait, on a fait des bilans carbone accompagnés par le DIAC Décarbone Action. De la BPI et de l'ADEME. Et ensuite, moi, je suis formée pour les faire en interne. Donc l'idée, c'est que maintenant, les mises à jour, on va les faire en interne. Ok. Très bien. Donc, je pense que ça répond à la question si vous étiez accompagné d'un cabinet pour ce sujet. On a des questions sur le recyclage. Donc, est-ce que c'est une priorité chez vous? Je me permets de reformuler parce que vous n'êtes pas une usine de recyclage, vous êtes une marque, une entreprise qui fait des produits. Donc, c'est plutôt est-ce que le sujet de la recyclabilité, je pense, est une priorité chez vous? Et est-ce que vous avez envisagé d'autres fins de vie avant le recyclage? Alors, je pense que cette question a été posée avant que tu présentes la partie seconde vie, mais n'hésite pas non plus à étayer. Enfin, est-ce que vous avez un peu comme un ordre de priorisation du traitement de vos produits sur tout son cycle de vie? Qu'est-ce qui est le plus valorisé chez vous? Il n'y a pas forcément de priorisation. On traite tous les sujets justement dans cette analyse 360 dont on parlait. Après, des choses qui sont faites avant la recyclabilité, justement avant que voilà le recyclage ultime. Donc il y a donc, le projet Seconde Vie dont on a parlé, mais après on essaye aussi d'avoir de l'impact sur l'utilisation du produit. Donc ça passe par les conseils aux utilisateurs. Ça va être par exemple des conseils de lavage. On lave plutôt à 40 plutôt qu'à 60. Enfin, voilà, pour allonger la durée de vie du produit. Après, il y a des marques du groupe aussi, donc notamment Toison d'Or, qui ont le logo Clever Care sur leurs étiquettes. Clever Care, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en fait, c'est un- quelque chose qu'on peut avoir en plus avec la coffrette. Donc c'est un petit logo qui est en plus sur l'étiquette. Et en fait, c'est un site qui vous permet pour simplifier, voilà, vous avez une tâche sur un tissu X, comment je fais pour le nettoyer au lieu de le jeter. Donc il y a ça en amont, en fait, avant d'arriver à la recyclabilité. Donc on essaye de travailler vraiment sur l'usage du produit et sensibiliser au maximum les consommateurs. Oui, bah justement, ça, c'est un bon exemple de sujet qu'on a mis en avant dans une de nos dernières newsletters. C'est vrai que le Clever Care, c'est une application qui est très importante pour donner de l'information, de la transparence aux consommateurs et de les faire agir aussi sur la durabilité de leurs produits, puisque vous, en tant que marque, vous pouvez faire le maximum pour avoir des produits durables et qui tiennent au niveau des tests techniques, tests qualité. Mais si derrière, le consommateur ne respecte pas vos recommandations ou qu'il utilise son produit de manière assez intensive en termes de lavage ou autre, bah derrière, c'est vrai que tout ce que vous aviez calculé en termes de réduction d'impact environnemental sera peut-être pas bien appliqué. Donc c'est vrai que c'est vraiment important d'impliquer vos consommateurs dans tous ces sujets. Donc en effet, cette application est assez intéressante là-dessus. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de questions sur tout ce qui est lié à l'information auprès des concepteurs, des stylistes.
comment les informer pour qu'ils travaillent sur les perturbateurs au recyclage. Donc, je vous ai partagé nos guides, enfin le guide de ReFashion là-dessus. Lucille vous a aussi partagé le lien vers nos nouveaux parcours pédagogiques sur le thème de la recyclabilité. Qu'est-ce que vous faites au sein de pardon, au sein de Home Héritage pour former justement vos équipes? Est-ce que vous insistez sur certains leviers d'éco-conception plus que d'autres, ou est-ce que vous êtes plutôt dans la volonté de d'élargir la connaissance à un maximum de collaborateurs? Comment ça fonctionne chez vous, la sensibilisation? Alors, en fait, on a vraiment fonctionné en entonnoir, hein. Finalement, on donne d'abord la connaissance la plus large possible sur ce qu'est l'éco-conception, parce que c'est difficile après d'éco-concevoir et d'identifier ces perturbateurs au recyclage et tout ça si on ne sait pas la globalité du sujet. Donc la formation, la sensibilisation est la clé. Et après, plus spécifiquement, en fait, dans les produits, on a des actions au niveau des stylistes, des chefs produits, sur la sensibilisation de ce qu'est un perturbateur au tri. Quels sont nos perturbateurs au tri? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais quels sont ceux qui nous concernent, nous? Et ensuite, après, on essaye de trouver des alternatives à ces perturbateurs au tri et pour aller plus loin. Donc là, ce que je disais, pour l'instant, on a été plutôt dans une étape d'état des lieux, d'identification, et on va rentrer dans une seconde étape d'action et justement de trouver des alternatives. Mais finalement, voilà, pour faire simple, c'est sensibilisation et formation, que ce soit au global ou sur le produit de façon plus spécifique. Ok, très clair. On a une question un peu plus technique. Alors, je ne sais pas si tu pourras y répondre. C'est quelle technologie utilisez-vous pour recycler les produits avec isolant plume ou synthétique qui vont prendre un volume très important? Donc, je ne sais pas si voilà, tu as l'information là-dessus. Si tu l'as, n'hésite pas à partager. Mais voilà, c'est un peu Euh, plus technique. Chez nous, ces produits-là, c'est plutôt éco-maison que Refashion, du coup. Et j'ai pas la spécificité précise de la technologie qui est utilisée Mhm. euh, pour recycler, pour les recycler. En tout cas, après, ouais, ils sont collectés de la même manière que les textiles d'habillement, si on peut voilà, résumer un peu comme ça, ou linge de lit, linge plat en tout cas. Mais après, la technologie précise, je n'ai pas l'information. Ouais. Si de manière générale le sujet du recyclage vous intéresse, on a fait aussi chez Fashion des fiches sur les trois types de recyclage, notamment pour le textile, le recyclage mécanique, thermomécanique, chimique. Voilà, c'est des sujets qui sortent un peu de l'éco-conception globale, mais qui vous permettent d'apprendre plus sur le sujet du recyclage. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, voilà, vous avez accès aussi à ces ressources sur notre site Refashion. Vous avez une partie guidée outils qui peut vous accompagner là-dessus. Et on a une question sur la seconde main, la seconde vie. Donc, est-ce que actuellement vous collectez uniquement du linge Anne de Solène, ou est-ce que vous collectez d'autres marques? Et non, je ne sais plus. Je pourrais vous répondre plus tard. Je sais que la question s'était posée, mais là maintenant, là comme ça, je ne sais plus. En tout cas, on collecte. C'est dans les magasins Anne de Solène, mais je pourrais vous faire la réponse plus tard avec une réponse précise pour pas vous donner Et dire de puis, bêtises. ouais, sur ta photo, enfin, il y a des bornes qui expliquent, donc je pense que dessus, il y a pas mal d'informations aussi pour les Oui. consommateurs. Et comme il y a toute une partie reconditionnement, revalorisation, en tout cas, j'imagine que pour une première partie pilote, peut-être que vous êtes au moins, vous avez démarré avec vos produits parce que vous les connaissez bien, vous savez comment les reconditionner. Donc, enfin, ça paraît très logique, en tout cas pour les premiers tests, vous soyez parti uniquement sur vos produits de votre gamme Oui, pour oui, tout à fait. Mais du utiliser le coup, enfin, reconditionnement. voilà, Et je aujourd'hui, voilà, ça, préfère pas vous dire de bêtises et revérifier l'info. très bien. Et ben, c'est parfait, on vous redonnera l'info du coup plus tard. Il me semble qu'on a répondu à... Il y a une autre question. Alors, Ellie, c'est une question pour la communication. Donc, est-ce qu'il y a une communication dédiée aux clients qui est prévue sur tout ce qui est lié aux impacts environnementaux des produits? Donc, j'ai l'impression que c'est lié un peu à tout ce qui est affichage environnemental ou autre. Est-ce que vous souhaitez apporter un peu de transparence sur votre fiche ou enfin votre site ou sur peut-être les étiquettes produits?
Je sais pas ce qui est, enfin, la question sur la communication, à quel niveau c'est, mais voilà, est-ce que Alors, là-dessus, c'est quelque chose que vous faites déjà, peut-être aussi? bah, pour l'instant, du coup, en termes enfin, d'information consommateur, l'article 13 de la loi AGEC, du coup, sur lequel vous pouvez retrouver les informations liées voilà, à la loi. Après, on informe aussi via notre rapport RSE. Tous les ans, on publie un rapport RSE dans lequel on met les principales actions. Tout ce que je viens de vous dire globalement est présent dans le rapport RSE. On communique sur les chiffres, sur ce qu'on fait. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Sur ce qui sera fait à l'avenir, je ne peux pas vous le dire très précisément parce que moi-même je ne le sais pas. Mais en tout cas, voilà, en termes de communication, on en est. On a aussi des posts sur LinkedIn en fonction des marques où on donne les informations. Des informations sur l'entreprise de façon générale, mais sur la RSE aussi, et donc forcément sur la performance environnementale de nos produits. Mais voilà, ce que je peux vous en dire à l'heure actuelle. Oui, et pour rappel, donc le projet d'affichage environnemental français, pour l'instant, est ouvert de manière facultative aux marques textiles, d'habillement. Et le linge de maison ne fait pas partie pour l'instant des produits qui ont été focalisés, enfin, sur ce projet d'affichage environnemental français. Donc, il y a aussi un temps un peu plus long pour ce secteur d'activité, donc, qui fait que ça vous permet aussi de collecter un maximum d'informations et de voir comment ce sera le plus opportun de transparaître cette information auprès du grand public. Donc, c'est vrai que là-dessus, textile d'habillement, linge de maison ne fonctionne pas toujours dans le même rythme. Et on a une question sur des exemples concrets d'amélioration de produits. Une fois que vous avez fait tout ce qui est analyse, test, enfin, j'avais l'impression dans notre discussion qu'il y avait cet exemple dans le homeware justement de produits avec des sequins, des paillettes, que vous vous êtes rendu compte que c'était des perturbateurs, donc vous avez retravaillé ces produits-là. Est-ce que tu as des exemples comme ça concrets que suite à vos analyses de cycle de vie ou votre travail sur les tests de durabilité, etc., est-ce que ça a changé la conception de produits par la suite? Alors du coup sur la partie homeware, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus parce que forcément c'est des choses qui vont arriver donc voilà. Après je peux vous donner un exemple sur du coup couette et oreiller, donc on s'éloigne un peu mais globalement c'est la même manière de fonctionner. En exemple concret ça peut être une identification matière, donc je sais pas si on prend un oreiller par exemple avec un garnissage synthétique mais synthétique vierge. On s'est rendu compte que ça avait un impact très très important. Ce synthétique vierge, on a pu le remplacer par du synthétique certifié GRS et donc ça nous a permis d'améliorer l'éco-conception du produit et donc voilà, et donc de limiter son empreinte carbone par exemple si on reparle de carbone. Donc c'est dans ce sens-là. Donc après, sur le homework, on est, du coup, comme je dis, on est sur une phase où, pour l'instant, on était dans un état des lieux. Donc, on a identifié les choses. Et donc, maintenant, on est dans la seconde phase d'action. Mais c'est pas suffisamment précis pour que je puisse vous donner des informations plus précises. Mais du coup, ça fonctionne de la même manière. C'est un travail qu'on a fait par ailleurs sur d'autres marques du groupe. Donc là, l'exemple du synthétique avec du synthétique recyclé. Donc ça sera dans cette lignée-là. Mais en tout cas, vous avez bien identifié des produits sur lesquels vous pouvez retravailler la conception pour Oui. réduire l'impact. Oui. Donc, ça montre bien l'intérêt, en effet, de faire en amont cette étape de collecte d'informations liées à l'impact pour ensuite voir si vos changements ont vraiment une réduction probable sur cet impact. Alors, on a une autre question sur le coût lié à l'éco-conception. Donc ça, c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent, c'est oui, l'éco-conception a un coût, hein, donc ça demande de l'investissement financier. Est-ce que vous le répercutez dans vos prix de vente auprès de vos clients? Si oui, est-ce qu'ils sont prêts à accepter cette hausse? Est-ce que c'est expliqué d'une manière spécifique? Est-ce que c'est lié, par exemple, à une matière plus responsable? Voilà, là-dessus, quel est votre positionnement sur l'impact financier de l'éco-conception? On parlait d'équilibre tout à l'heure, donc l'idée c'est ça, c'est d'équilibrer en fait entre l'impact coût, l'impact que ça a en interne aussi, parce que forcément ça représente aussi un temps homme
assez conséquent. Et donc, du coup, on essaye d'être sur cet équilibre. Et après, c'est une réponse assez large que je vais vous donner, mais finalement, ça dépend des clients. Il y en a qui sont OK, il y en a qui le sont pas. Donc, ça va dépendre. On essaye de s'adapter et en fait d'être le plus agile possible sur le sujet, pour voir ce qu'on peut faire et en tout cas avoir une base, en tout cas d'éco-conception très solide qui n'impacte pas trop les coûts. Mais c'est pas toujours possible. Donc c'est aussi pour ça qu'on avance pas à pas, parce qu'on peut pas tout faire d'un coup, parce que ça a un impact global sur le produit. Voilà. Ok, très clair. On a une question sur le taux de fibres recyclées qui sont dans vos produits et est-ce que tu utilises, enfin, est-ce que vous, au Méritage, vous utilisez du coton recyclé dans vos produits, linge de maison notamment? Alors, j'ai pas le chiffre au global très précis. En tout cas, oui, on en utilise, mais j'ai pas le. Alors, des fibres recyclées, ça c'est sûr, et c'est assez important comme chiffre. Je veux pas vous dire de bêtises. Pareil, on pourra reconfirmer avec les chiffres plus précis qui sont aussi dans le rapport RSE d'ailleurs. Et après, sur le coton recyclé, on en utilise, mais c'est plus à la marge. Ok. Et est-ce que là-dessus, vous avez eu du mal à mettre ça en place? Est-ce que vous avez des minimums de pourcentage, enfin des maximums plutôt de... Parce que souvent, on dit que la matière recyclée, ça agit différemment sur la durabilité, par exemple. Est-ce que ça vous a posé problème? Est-ce que vous avez testé des produits avec du coton recyclé, par exemple, dans les tests qualité, durabilité? Alors sur la partie linge de maison, non. Linge de lit, ou enfin en tout cas pas à ma connaissance. Par contre, sur la partie, il y a peut-être eu des tests qui ont été faits et où c'était pas concluant du coup. Après sur la partie couette oreiller, là il y a eu pas mal de choses qui ont été réalisées pour justement tester, voir à quelle proportion on l'intègre, quels sont les tests sur la durabilité du produit au global. Donc, Oui, parce que vous mettez, j'imagine, le même critère d'exigence pour un produit qui intègre du coton ou autre matière recyclée et autres produits qui sont peut-être avec du coton bio, labellisé GOTS. Ou, enfin voilà, vous avez quand même un niveau d'exigence qui reste égal c'est ça, oui, 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 le niveau d'exigence reste le même. Et après, l'idée, c'est de pouvoir justement réaliser des tests et de trouver les matières adéquates pour conserver notre niveau de qualité. C'est quelque chose de très important et c'est égal pour toutes les marques du groupe. La satisfaction du consommateur et des produits français de qualité. C'est très très important. Donc oui, oui, la qualité reste la même et donc c'est juste la partie, le produit plus responsable qui doit s'adapter au niveau de qualité qu'on a déjà. Ok, très clair. Et on a une dernière question, enfin, je pense que c'est la dernière, sur la manière dont vous collectez les données pour la CV. Mais du coup, je parlais de la CV simplifiée, mais je pense que ça peut être intéressant que tu donnes une vision un peu plus globale dès que tu as besoin de données pour justement comparer des produits en termes d'impact, comparer des conceptions différentes. Il y a une bonne partie en interne, c'est ça? Donc toi, tu as été formé. Comment tu les collectes, toutes ces données? Est-ce que voilà, c'est directement auprès des fournisseurs? Est-ce que tu t'appuies sur des bases de données publiques? Est-ce que il y a des outils, je sais pas, est-ce que peut-être que Ecobalis, c'est un outil que vous utilisez? Enfin voilà, sur quoi tu t'appuies voilà, pour collecter l'ensemble des données du groupe? Alors du coup, c'est des outils internes. Et après, on essaye de travailler au maximum avec des données internes parce que, par exemple, l'éco-balise aujourd'hui, c'est beaucoup pour le textile d'habillement et donc nous, c'est un peu moins adapté. Donc on travaille avec des données internes, donc on collecte soit c'est des données dont on a et donc moi, avec les différents relais que j'ai dans les sociétés, on fonctionne en coordination comme ça pour collecter les données. Et après, il y a des données qu'on récolte directement au niveau des fournisseurs pour avoir la donnée exacte. Donc, on passe pas trop par des bases de données publiques à l'heure actuelle. Ok, donc c'est vraiment très spécifique à vos produits, donc c'est parfait.
On arrive sur la fin du webinaire. Je vois qu'on a répondu à toutes les questions normalement. N'hésitez pas à nous contacter sur notre boîte mail ecodesign@refashion.fr si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Les prochains seront affichés sur notre page événements. On espère que vous serez toujours au rendez-vous et on remercie beaucoup Élise pour sa participation. Merci pour ton retour d'expérience et à bientôt pour le prochain webinaire des Fashion. Bonne journée Merci. à tous. Au revoir.